Da-dum dum dum dum. Da-dum dum dum. Da-dum dum. Je crois surtout qu'il y a un moment où on peut, quand on analyse, d'abord, peut-être qu'il faut resituer la naissance du projet, parce que Hergé était un jeune homme, il était scout, donc il fréquentait des scouts, il était dans un milieu où il y avait beaucoup de petits gamins, et on comprend qu'à un moment donné, quand il a la proposition par le patron du petit 20e de pouvoir produire une planche par semaine d'une histoire, on comprend à qui il s'adresse en fait. Il s'adresse à des enfants ou des jeunes gens avec qui il a envie d'échanger sur le monde. Et c'est vrai que quand on est un jeune homme, et notamment quand on s'engage, notamment, on va dire chez les scouts, il y a peut-être une vision du monde qui est présentée, une vision avec justement le bien, le mal, l'ABA, comme disent les scouts, hein, ils sont toujours prêts et ils ont la bonne action à faire. Donc il y a peut-être cette idée-là. Quand on voit justement le Tintin chez les Soviets, qui est le premier, moi je trouve absolument fabuleux, même si Hergé à un moment donné a un peu ragé parce qu'on lui reprochait la maladresse du trait, mais moi je trouve déjà qu'il y a tout dedans. Certes, il est en noir et blanc, certes le pantalon de golf est un peu trop large au niveau des pieds, on va dire, mais quelque part, on a déjà des choses extraordinaires, et notamment, à un moment donné, dans l'arbre, on a Hergé qui est capable, avec un canif, de faire une hélice d'avion. Moi, j'avais trouvé ça fabuleux parce que les toutes proportions gardées, on voit bien qu'on s'adresse à des enfants et on montre un monde où c'est le MacGyver de l'époque, j'ai envie de dire. Hein, c'est-à-dire, on sort son petit couteau, et ça, vous savez que les scouts ont toujours un couteau sur eux. On commence à tailler dans un arbre, un tronc d'arbre, ce qui est gigantesque en gros, et on fait les avions et on s'en tire bien. Donc, il y a le côté péripétie, aventure, mouvement, et je trouve que ça correspond bien à la cible visée. Là où c'était génial, quand je dis tout à l'heure qu'il ne l'a pas vieilli, bien entendu, il a pris de la densité, le personnage, tout comme Hergé lui-même. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, justement, si on ne choisit pas Tintin parmi tous les personnages, c'est parce qu'on est déjà Tintin. Quand vous lisez un album et que vous êtes enfant et que vous voulez vous déguiser en Tintin, vous découpez un ovale, vous faites 2 trous, vous mettez juste une houppette, et ça y est, vous avez le visage. Il suffit après d'être celui qui est à l'œuvre avec les autres. Donc les discussions que peut avoir l'enfant, ou l'adolescent, ou le vieil adolescent, c'est-à-dire l'adulte qui relit, c'est une discussion avec les personnages. Et Tintin, il disparaît. Puisque je suis Tintin, je discute avec la Castafiore, je discute avec, le capitaine Haddock, et donc forcément, on enfile l'habit. Et là, effectivement, il y a toute cette caricature qu'on peut faire entre la quête du bien, du mal, etc. Et vieillissant, Hergé ne pouvait plus être, aussi tranché, d'autant plus qu'il devient bouddhiste, taoïste exactement, sur la fin de son existence, et il ne pouvait plus être aussi tranché, c'est évident. Ce qui interpelle, et je pense que vous l'avez aussi dit dans votre ouvrage, moi je l'avais noté, et j'ai souligné d'ailleurs quelque chose, c'est que ce visage lisse nous ouvre à un grand sensualisme en même temps, parce qu'on est quand même dans de l'illustration et du trait, donc c'est assez sensuel le tracé. Et en même temps, je crois qu'il y a quelque chose d'important, et j'avais souligné, c'est que Tintin part, il est celui qui est l'aventurier, il est celui qui va en même temps être le reporter, mais il ne rapporte jamais rien. Et comme il ne rapporte jamais rien, c'est comme Socrate qui ne fait pas de philosophie, en gros. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est assez intéressant parce qu'il est catalyseur des expériences, il fait réfléchir, il est, comme un Socrate, il ne donne jamais la réponse, mais par contre il montre le bien et le mal, mais il les oppose tellement qu'on est presque obligé de trancher pour le bien. Et vous êtes allé sur une autre voie, moi j'étais sur la voie socratique, et vous sur la voie platonicienne, avec l'idée qu'il y avait peut-être une concrétisation avec cette vertu que l'on cherche peut-être dans un arrière-monde. Oui, effectivement, Socrate, il emmène ses disciples vers la contemplation de l'idée, et il essaye de se débarrasser d'un certain nombre d'obstacles, par exemple les arguments des sophistes, etc., pour arriver à cette ascension, une espèce de quête du Graal, pour redescendre ensuite vers ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire des solutions concrètes. Et effectivement, Tintin fait la même chose. On peut lire les albums de Tintin de cette façon-là. Ce sont des albums qui, à part les premiers à mon avis, sont tous dans une perspective verticale. Hein, ça part de la situation initiale quotidienne, de situations très concrètes. Dans L'Oreille cassée, vous voyez Tintin dans sa baignoire, dans la
dernière case de la première page. Vous les voyez prendre leur petit déjeuner à Moulinsart, vous les voyez vraiment dans des Haddock dans sa baignoire aussi, en train de prendre son bain ou de se raser. Et puis il y a un événement un petit peu insolite, hein, un fait anodin, comme dans Socrate qui décide de demander à ses disciples la définition du vrai ou du beau. Et puis ça s'enclenche et progressivement, il y a une recherche de Tintin vers une résolution d'une énigme, vers une quête scientifique dans l'Étoile mystérieuse ou dans les albums de la Lune, ou pour sauver un proche qui a été enlevé. Et c'est une succession de luttes contre des obstacles, contre des ennemis, ou contre ses propres amis d'ailleurs, qui s'appliquent à faire dévier Tintin de la bonne marche et de l'ascension vers la solution. Vous avez des cas comme dans On a marché sur la Lune, où le capitaine Haddock prend du whisky et il veut se sauver en dehors de la fusée. Et il y a des scènes très symboliques, hein. D'ailleurs on peut écrire beaucoup sur la symbolique de la corde dans Tintin, où Tintin rattrape le capitaine Haddock littéralement comme avec un lasso, hein, pour le faire revenir dans le droit chemin et au sein de la fusée. Et tout ça, ce sont des déviances, des obstacles, des dérapages que Hergé met dans les pas de Tintin pour empêcher que la solution soit trop facile et que le dénouement n'arrive trop tôt, hein. Tout ça, c'est cette démarche-là qui est vraiment intéressante à étudier dans Tintin. On peut même aller plus loin, parce que vous avez cité l'étoile mystérieuse. On sait que dans l'étoile mystérieuse, il y a un savant, une espèce de savant fou, là, qui voit une étoile ou planète supplémentaire. Il y a même un moment, d'ailleurs, où c'est là où il y a le grand danger pour Hergé. Est-ce qu'il devait tuer Tintin ou pas? Est-ce qu'on fait la fin du monde? Si c'était la fin du monde, on détruisait l'œuvre avec, hein, et c'est presque l'étoile noire qui apparaît. Or, dans cette étoile mystérieuse, ce qui est intéressant, c'est que c'est le savant qui déniche cette idée, en tout cas qui a ce délire de l'étoile qui pourrait être dangereuse, ou en tout cas la 13e planète qui détruirait tout, en gros. Il y a quand même une allusion à Calice, qui fait référence directement à Callisthène, et Callisthène, c'est le neveu d'Aristote. Donc on voit bien qu'il y a quand même une démarche philosophique, qu'on le veuille ou non, dans la pensée. Là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est important de le dire. Il y a une démarche philosophique chez Hergé qu'on n'a pas souvent soulignée. Notamment, il y a des citations quand même de Confucius, il y a des affiches en fond de dessin, où il y a des citations où il dit « ah bah les Chinois » par moment, parce qu'il est dans une forme de colère contre ça, le régime, on va dire, de la dictature chinoise. Mais en même temps, on trouve des grands éléments de philosophie avec des préceptes de sagesse et une volonté pour lui d'opposer des systèmes. Et Calice, donc le neveu d'Aristote, Callisthène, c'est aussi celui qui avait proposé une des premières cosmogonies, mais il avait fait quelques erreurs dans son calcul, mais enfin, il n'était pas loin de la révolution copernicienne, et ça avait fait tout un tollé dans l'Antiquité. Et forcément, c'était une manière de montrer qu'il y avait un monde qui était rangé ou agencé, donc on savait où il était, puis d'un coup on renversait tout. Et est-ce que justement il fallait tuer à ce moment-là Tintin? Est-ce qu'il fallait tuer une œuvre? Est-ce qu'il fallait renoncer à tout? Et puis on voit bien que non, on renonce pas, parce que Hergé a bien compris, et c'est pour ça peut-être, ça répondra à ce que vous avez souligné tout à l'heure, qu'il n'y a pas de suite. Alors, parce qu'à part Hergé, qui pouvait donner une suite? Parce que c'est vraiment son personnage, hein. Il y a de la fulgurance quand il crée Tintin. Deux points là-dessus. D'abord sur la mort de Tintin. Tintin, dans le dernier album inachevé, Tintin et l'Alphard, qui est à notre disposition, hein, c'est-à-dire l'album que vous avez si vous achetez Tintin et l'Alphard ici. Donc la dernière image de Tintin, c'est Tintin qui part à la mort, hein, page 42, ça va jusqu'à la page 42. Tintin part à la mort, il doit être enseveli dans une concrétion du sculpteur César par Rastapopoulos. Et donc, pour nous, Tintin meurt. Il meurt. Il n'y a pas d'autre image ensuite. Alors, est-ce que, là, toutes les hypothèses, Michel Serres, enfin, il y a plein de commentateurs ont fait des hypothèses qui peuvent être contradictoires. Soit Hergé se sentait mourir, et effectivement il est mort quelque temps après, et donc il se sentait obligé de faire mourir Tintin avant sa propre mort. Soit Tintin, à force de se rebeller contre Hergé, a décidé de plus jouer le jeu et donc de mourir, et Hergé ne l'a pas supporté, hein. Vous avez les deux aspects, et donc il en est mort. Bon. C'est la thèse de Michel Serres. Donc sur ce que vous avez dit après sur le fait qu'on ne fasse plus de Tintin, c'est-à-dire le fameux débat qu'agite un peu tous les milieux tintinophiles, est-ce qu'on doit prolonger les Tintins? Je vous ai dit tout à l'heure, comme on fait maintenant, vous avez vu cette sortie d'un nouvel Astérix qui bat tous les records de vente et tout. Bon, c'est un vieux débat.
D'un point de vue commercial, indiscutablement, ça relancerait les ventes et ça pourrait éventuellement relancer, y compris les ventes d'albums existants de Tintin. Il est certain que si quelqu'un sortait un album de Tintin aujourd'hui, 40 ans après, ça serait un succès phénoménal, ça c'est certain. Pourquoi? Bon, vous avez des gens, pour moi le plus grand spécialiste de Tintin qui est Benoît Peters, lui il dit, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire un Tintin qui ressemble à Tintin, c'est pas possible, mais on pourrait faire des choses qui s'éloignent, des genres de pastiches de Tintin. Bon, moi c'est pas tout à fait mon point de vue, je pense qu'on ne doit pas prolonger Tintin. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas prolonger Tintin? Première raison, parce que Hergé ne le voulait pas, hein, il l'a dit maintes et maintes fois, il a dit si on prolongeait Tintin, ça serait peut-être très bien, peut-être moins bien, mais ça ne serait pas mon Tintin. Ça ne serait pas mon Tintin à moi. Il n'y a que moi qui connais Tintin, qui sait exactement ce qu'il est, qui l'ait créé, et vous ne ferez pas une suite à Tintin, vous ferez autre chose. D'autre part, Hergé est le seul à connaître, alors ça c'est très important, on n'en a pas parlé, toute la vie des personnages secondaires qui entourent Tintin. Et ça c'est à mon avis, des richesses des albums de Tintin, c'est que vous avez des personnages secondaires en particulier qui ont une vie en dehors des albums et qui, comme dans les grands romanciers français par exemple, comme Balzac, Zola, Jules Romain, Alexandre Dumas, ils reviennent d'un bouquin à l'autre. Hein, vous avez des héros, même chez les méchants, Rastapopoulos, Alan, Dr Muller, etc., qui reviennent 5-6 fois. La famille Lampion, ils reviennent tout le temps. Évidemment, les plus proches, à partir du moment où ils apparaissent, ils reviennent très régulièrement dans l'œuvre. Et ça crée, à mon avis, c'est fondamental pour expliquer le succès de Tintin, ça crée une épaisseur qui fait que les gens y croient complètement à ce qu'on a appelé le monde de Tintin. Le premier commentateur de Tintin, en 1959, son livre s'appelait Le monde de Tintin. C'est vraiment un univers avec ses règles propres, ses mécanismes, qui fait que vous y croyez. Et y compris, alors vous avez parlé des détails tout à l'heure, ça c'est fondamental, hein, les détails qu'on retrouve non pas à la deuxième lecture, mais des fois vous relisez Tintin 500 fois, 1000 fois, et vous trouvez des détails que vous n'aviez pas vus. Tellement ils sont suggérés de façon discrète. Hein, contrairement à, je veux pas comparer, mais contrairement à Astérix, si vous voulez, on vous assène, on vous répète, il est tombé dans la potion magique quand il était petit, etc. Pour les lecteurs qui rentreraient pour la première fois dans l'œuvre, là, Hergé, c'est tout en discrétion. Hein. Vous avez, au début du Secret de la licorne, ils sont au marché aux puces, ben, vous avez Milou sur 3 planches qui se gratte, il dit rien du tout, personne ne dit rien. Simplement, il faut comprendre au bout d'un moment qu'il se gratte parce qu'il est au marché aux puces. Hein, à la page 3, il y a Tintin qui dit à Milou, qui l'appelle, il dit viens, qu'est-ce que tu fais? Et Milou est un peu fâché, il dit j'arrive, et il continue à se gratter. Mais il dit pas du tout que c'est parce qu'il a des puces. Mais ce genre de détails, vous en avez comme ça des... Bon, évidemment, ça fait la joie des internautes hein, de trouver des détails comme ça, et vous en trouvez sans arrêt. C'est la richesse de l'œuvre, à mon avis. Et les personnages secondaires, vous avez des choses extraordinaires, des personnages qui apparaissent une vignette dans un album, et une vignette dans un autre album 15 ou 20 ans après. Hein, et c'est juste suggéré. Vous avez la fameuse scène, vous avez ceux qui connaissent bien les albums dans Objectif Lune, vous avez ce qu'on appelle la scène du zouave. La scène du zouave, c'est Tournesol est tombé par terre, il a une amnésie, et donc Haddock essaye de lui faire retrouver la mémoire. Hein, et il essaye de lui faire peur, etc. Il n'y arrive pas, et il le traite de zouave. Il lui dit est-ce que vous pensez que je vais continuer à faire le zouave comme ça des années? Et ça réveille Tournesol, qui est susceptible, qui est très 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 fâché. Et il y a cette fameuse scène où pendant 7-8 pages, Tournesol, il devient fou. Il l'amène partout dans les couloirs de l'usine atomique là, de Zbroj, en Sildavie, pour lui montrer finalement aboutir à la contemplation de la fusée. Et bien, beaucoup plus tard dans l'œuvre, dans 7 ou 8 albums après, Haddock à un moment s'énerve contre Tournesol, il lui disait mais j'en ai marre, arrêtez de faire le zou
puis il s'interrompt, il se souvient du truc d'il y a 15 albums, et il s'arrête, et il le dit pas. Vous voyez, bon, c'est des exemples, on pourrait en citer des tas comme ça, qui sont un régal, évidemment, quand vous lisez Tintin, et qui font, à mon avis, l'épaisseur de cette... Et alors, il y a on disait toujours, les collaborateurs de Tintin au studio Hergé racontaient toujours des anecdotes. Il y avait Hergé qui arrivait au studio, vous savez qu'il s'était entouré au bout d'un moment de collaborateurs, de coloristes, etc. Lui, il faisait juste les crayonnés du début. Et il arrivait au bureau et il disait, c'est extraordinaire, le général Alcazar a une maîtresse. Et il racontait, alors évidemment c'était dans sa tête, il y avait tous les personnages dans sa tête, et il racontait la vie, l'histoire de la nouvelle maîtresse d'Alcazar, qui sera d'ailleurs concrétisée par sa femme dans Tintin et les Picaros, sous la forme de Peggy Alcazar. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.